Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. À 5 jours du premier tour de la présidentielle, nous continuons à vous faire vivre les meetings des 11 candidats à la présidentielle. Après Philippe Poutou, François Asselineau, Jacques Cheminade, Emmanuel Macron, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon hier, nous allons aujourd'hui suivre le discours de Marine Le Pen, la candidate du Front National qui était hier en meeting au Zénith de Paris. Nous allons suivre son discours dans quelques instants, mais nous allons d'abord parler de sa campagne avec Mickaël Zamès. Bonjour Mickaël, notre éditorialiste politique. Alors Mickaël, est-ce qu'on peut dire que Marine Le Pen a fait une bonne campagne ? Elle n'est pas mauvaise, la campagne de Marine Le Pen. Elle est toujours en haut, en tout cas en termes de sondage. C'est sûr qu'elle était beaucoup plus haut que cela. Il y a 2 mois à peu près, elle était aux alentours de 26%, ce qui était un score extrêmement important, avec une certitude d'être qualifiée pour le deuxième tour. Aujourd'hui, qui peut savoir qui sera qualifié pour le deuxième tour ? C'est beaucoup plus compliqué parce que le jeu s'est resserré. Et justement, on a l'impression d'une mauvaise campagne de Marine Le Pen parce que le jeu s'est complètement resserré. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une impression de décrochage du Front National et du parti de Marine Le Pen, de la candidate, notamment après le premier débat. Le premier débat qui avait eu lieu le 20 mars, parce qu'il y avait eu, on peut le mettre, ce duel face à Jean-Luc Mélenchon, où face à Jean-Luc Mélenchon, elle était apparue un petit peu plus en dessous. Il y avait cette impression de ne pas avoir crevé l'écran, alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, avait fait ce rôle de tribun et avait un petit peu joué de cela. Et lui était plutôt libre. Par exemple, pour parler des affaires, Marine Le Pen l'était beaucoup moins. On le sait pourquoi. Il y a eu quelques problèmes sur les affaires. Donc, il y a la partie sur l'Europe. Jean-Luc Mélenchon aussi a cette particularité de vouloir sortir de l'Europe, ou en tout cas d'avoir plusieurs plans sur l'Union européenne. Et donc, elle paraît aujourd'hui peut-être un peu moins seule contre tous, alors qu'aujourd'hui même, et même après le deuxième débat, on a vu l'apparition des plus petits candidats qui aussi viennent grignoter un peu de terrain. Alors c'est vrai, hein, Mickaël, que depuis le début de cette campagne, on dit que s'il y a bien une certitude, eh bien, c'est que Marine Le Pen sera qualifiée pour le second tour. Aujourd'hui, à 5 jours, est-ce qu'on peut encore le dire ? Non, impossible. En tout cas, moi, je me risquerais absolument à aucun pari sur cette question-là. On voit bien que le jeu est complètement troublé, qu'il y a ce match à 4, si on peut dire, en tout cas que dans l'esprit des gens, il n'y a pas eu de... Les sondeurs vous diraient le mot cristallisation, ce qu'ils aiment à employer, c'est-à-dire qu'à quelques jours, une semaine ou 15 jours avant le vote, les Français savent pour qui ils vont voter. On n'est pas dans cette situation à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'indécis, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, le week-end de Pâques faisant, on a beaucoup discuté en famille, et donc on a peut-être maintenant une certitude sur qui on va aller voter, mais il n'y a pas encore ce que les sondeurs appellent cette fameuse cristallisation. Et donc on ne sait pas qui aujourd'hui peut être qualifié pour le deuxième tour. Au vu des sondages, ce qu'on voit, c'est que Marine Le Pen et Emmanuel Macron font la course en tête pour l'instant. Juste derrière, il y a Jean-Luc Mélenchon et François Fillon. Ça se jouera évidemment entre les 4. Il y a aussi ce que les sondeurs appellent la marge d'erreur. C'est pour ça que nous aussi, on ne va pas se risquer à faire des paris trop lointains. On verra dans 5 jours. Alors, oui. Mickaël, on va suivre ce meeting de Marine Le Pen au Zénith de Paris. Mais ce qu'il faut dire, eh bien, c'est que ce meeting a été émaillé d'incidents, et depuis la veille du meeting, depuis dimanche. Oui, il y a eu quelques bagarres de rue, des militants contre Front National qui ont voulu manifester leur colère vis-à-vis de la candidate du Front National. C'est pas le seul incident à noter pendant cette campagne. Il y a eu un meeting qui a eu lieu à Ajaccio, où là, les forces de l'ordre ont dû intervenir, les CRS ont dû intervenir, comme hier. Il y a eu des gaz lacrymogènes. Ça a toujours été une vive tension quand il y a la présence du Front National, et notamment dans certaines villes. On se rappelle également, par exemple, que Marine Le Pen aurait dû aller faire un meeting du côté de Toulouse. Ce meeting, finalement, a eu lieu du côté de Perpignan parce qu'on craignait les échauffourées. C'est à chaque fois qu'il y a la présence du Front National, il y a les opposants au Front National, ça crée des étincelles. Mais là, les étincelles étaient assez violentes et on a vu hier notamment un parlementaire, Gilbert Collard, qui est un parlementaire bleu marine, qui est affilié au Front National. Député du Gard. Voilà, qui a été plus que chahuté.
Et est-ce que c'est quand même, alors vous le dites, hein, il y a des incidents souvent quand il y a le Front National, mais est-ce que c'est quand même significatif de ce climat de fin de campagne? C'est significatif d'une colère des anti-Front National. On sent cette tension qui monte évidemment. On disait qu'il n'y avait pas forcément encore de cristallisation. On le sent aussi notamment dans la population. Il y a cette peur du Front National au deuxième tour pour certains militants anti-Front National. Du coup, ça crée forcément des tensions et on l'a encore vu hier lors du meeting. Alors nous allons suivre justement ce discours de Marine Le Pen en intégralité, discours qui avait lieu hier après-midi au Zénith de Paris. On se retrouve juste après. Je profite Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, aussi d'outre-mer qui nous regardent et de l'étranger qui nous écoute. Dans 6 jours, dans 6 petits jours, aura lieu ce premier tour de l'élection présidentielle. Nous ne sommes plus tout à fait dans la campagne, mais à l'heure où le destin se fixe, nous sommes à l'heure des choix. Ces jours de fête pascale sont des jours où le jour devient plus long que la nuit. Ce sont des jours qui nous amènent à la lumière. Le rendez-vous de dimanche est historique. Historique pour la France, historique pour notre peuple, historique pour notre nation. Ce qui se joue dimanche prochain, je l'ai dit, je l'ai répété inlassablement dans cette campagne, car je crois que c'est la vérité, c'est un enjeu de civilisation. Dimanche, le choix est simple. Soit la France qui renaît, soit la France qui sombre. Soit la nation française, soit la vision post-nationale que défendent tous mes adversaires. C'est-à-dire concrètement le morcellement en communauté, la submersion de nos villes et nos villages sous le poids d'une immigration planétaire, la remise en question de nos modes de vie, l'effondrement de nos valeurs de civilisation, comme l'égalité homme-femme, un creusement sans fin des inégalités et de la précarité, l'éclatement de notre droit du travail par entreprise, la transformation de notre pays, la France, en une vague région enfermée dans la prison de l'Union européenne, à laquelle l'ensemble de mes adversaires veut ajouter un cadenas supplémentaire. La fin, donc, de l'indivisibilité, de la souveraineté et de l'égalité dans la nation française. Nos poursuivants pensent que la France a fait son temps, qu'il faut passer à autre chose, tout bazarder, se fondre dans le grand magma de la mondialisation sauvage. Et puis, il y a les patriotes. Qui savent
qui savent ou plutôt qui sentent profondément que le temps de la France est devant elle. Ils portent en eux la conviction que c'est en étant elle-même que la France protège le mieux ses enfants. C'est en étant elle-même qu'elle les arme et les unit pour affronter la mondialisation. Ils savent que c'est en étant libre, souveraine, affranchie de toutes les tutelles supranationales que la France est grande, qu'elle est juste avec les siens, qu'elle défend les petits, qu'elle n'oublie personne. Et pour tous les peuples du monde, c'est en étant elle-même que la France apportera au monde ce que l'on attend d'elle. Le respect des peuples, une diplomatie équilibrée, le refus des soumissions à des blocs, bref, un message de paix et d'indépendance. Ici, dans cette élection, nous portons un projet fraternel d'union du peuple français. Une union autour de nos filiations intimes, de notre patrimoine immatériel, nos traditions, notre belle langue, notre culture, notre art de vivre, notre conception du monde et de l'homme, de nos valeurs. Le seul projet, en réalité, qui respecte à la lettre notre devise nationale, liberté, égalité, fraternité. Oh. Jaurès le disait avant nous, à ceux qui n'ont rien, la patrie est leur seul bien. Et chaque patriote, chaque Français a donc le droit de proclamer que la France est sienne. Rendez-nous la France. Cet appel, mes amis, je l'ai entendu partout où je suis passé, de Lille à Ajaccio, d'Arcis-sur-Aube à Bordeaux, de Metz à Montvillers. Cet appel, mes amis, est un message du cœur. Cet appel qui sort de vos poitrines est celui d'un peuple tout entier, de notre peuple. Un cri d'amour, un cri de bon sens, qui veut dire que la France est nôtre et que nous sommes responsables tous de notre chez nous. Et bien sûr, car si les Français ne s'inquiètent pas de la France, qui le fera à leur place ? Cet appel que vous lancez exprime aussi cette angoisse légitime qui nous étreint de ne plus être, en effet, tout à fait chez nous en France. Cet appel, je l'entends comme un cri de souffrance, de patriotes inconsolables de voir leur pays à la dérive. Une souffrance que je partage avec vous, une souffrance dont je veux témoigner, une souffrance que je veux voir disparaître, une souffrance que je veux transformer en espérance. Voyez, ce sentiment que nous ressentons et que nous osons exprimer n'échappe plus à personne. Cet appel est une revendication lorsqu'on se sent dépossédé, injustement dépossédé. Dépossédé de nos choix, notre souveraineté ayant été transférée à d'autres, à des bureaucrates à Bruxelles, dans les couloirs de la Commission, à Francfort, dans les travées de la Banque centrale européenne. Des bureaucrates dont nous connaissons à peine le nom et que nous n'avons pas élus. Des technocrates qui œuvrent chaque jour contre les nations, sous l'influence des lobbies et d'une finance mondialisée qui a tous les arguments, y compris sonnants et trébuchants, pour les convaincre de tel ou tel choix. Des technocrates qui ont tous les pouvoirs à cause des traités que l'ensemble de mes principaux concurrents à cette élection ont signés, fait ratifier, parfois même contre votre volonté, comme ce fut le cas au sujet du traité de Lisbonne. Dépossédés de nos lois par des chefs qui courent à la capitulation et à la soumission.
dépossédés de notre territoire. Nous ne décidons plus qui vient s'installer chez nous. Dépossédés de nos droits. Les Français ont parfois moins de droits en France que des étrangers, même clandestins. Dépossédés, mes chers amis. Dépossédés de notre système de solidarité, d'ailleurs, qui meurt de ne plus être national, mais mondialisé, et qui souffre terriblement d'une politique qui a éteint la croissance. Dépossédés de nos usines, délocalisés, de nos services publics fermés, de nos médecins de famille qui n'ont pas de successeurs. Dépossédés de nos emplois, détruits par la concurrence déloyale. Dépossédés de notre histoire, dépossédés de notre mémoire et finalement dépossédés de notre espérance. On est chez nous. Cela signifie qu'on ne veut plus voir une France où la loi de la République ne s'applique plus. Des cités où les caïds font régner la loi des bandes, des gangs, de la drogue et des mafias. Ces territoires perdus de la République, qui ne sont pas perdus pour tout le monde, où déjà deux sociétés se font face, l'une assiégée, la nôtre, et l'autre conquérante et parfois exclusive, qui rêve d'installer définitivement ses règles à la place de celles de notre République. Rendez-nous la France, bon sang. Cela signifie que les Français veulent être un peuple libre, un peuple souverain. Les Français veulent décider pour eux-mêmes de leur destin, de leurs priorités, de l'organisation et du fonctionnement de leur société, de leur modèle économique, de leur système de protection sociale. Qu'ils veulent vivre en France comme des Français, sans se laisser imposer des mœurs, des coutumes, des lois et même maintenant des paysages qui ne sont pas les leurs. En France, on respecte les femmes. On ne les interpelle pas dans la rue avec des propos grossiers, outrageants. On ne leur interdit pas l'espace public, on ne les frappe pas, on ne leur demande pas de se cacher sous des voiles parce qu'elles seraient impures. Ces extrémistes d'extrême gauche marchent sur la tête. On voit là l'inversion totale des valeurs qui viennent perturber
Un meeting de la seule femme qui défend les femmes. Je vous appelle à relever la tête avec moi pour défendre vos droits. En France, on boit du vin si on en a envie. On pense et on s'exprime librement. On entend sonner la cloche au lointain, mais on se voit reconnaître le droit de critiquer une religion ou d'en changer sans avoir peur. C'est aux Français et à eux seuls de décider qui entre et qui sort de notre pays, qui s'y installe et qui n'y est pas le bienvenu. Français, mes chers amis, de décider qui devient français et qui n'en est pas digne. Mais mes amis, se rendre chez nous est aussi un cri d'espoir, parce qu'il est un formidable appel de ralliement des patriotes, un cri de révolte devant ce qui est présenté comme inéluctable. Ah, les médias du système n'aiment pas que vous proclamiez votre amour de la France. Eh bien moi, je vous en félicite, je vous y invite, je vous en remercie. À ceux qui voudraient que nous ayons honte d'être français. Eh bien, nous en faisons un appel de fierté, d'affirmation de nos droits, de nos affections, de nos libertés, de notre amour de la patrie. Un droit que nous reconnaissons à tous les peuples du monde qui ont, comme nous, le droit de défendre leur identité, leur modèle social, leur héritage, leur langue, leur tradition. La France a le droit d'être la France chez elle, comme tous les autres peuples du monde le sont chez eux. Les Français ont des droits chez eux justement parce qu'ils sont chez eux, parce qu'ils sont les propriétaires de la France, pas des occupants précaires, pas des occupants sans droit ni titre. Nos titres, nous les tenons de nos parents et des parents de nos parents, comme ceux d'ailleurs qui nous ont rejoints dans la famille France, que la France a adoptée et que nous traitons comme nos égaux. Et nous voulons poursuivre cette belle aventure qui s'appelle la France. Nous sommes des débiteurs. Nous sommes des débiteurs, cela parce que des générations d'hommes et de femmes ont travaillé et souffert et parfois sont morts pour leur transmettre un pays libre qui est le nôtre. Nous avons le devoir de transmission. Nous avons le devoir de solidarité nationale des plus fortunés vers les plus humbles. Le devoir d'égalité aussi. Toutes les communes de France ont droit à la France, à la République, à ses services publics, à sa vitalité économique, à un État qui est là et qui remplit ses devoirs. Oui, la France a le droit de préserver et de retrouver sa souveraineté nationale, c'est-à-dire la liberté de décider pour elle-même. Elle a le droit à son identité nationale, c'est-à-dire à son être profond,
Elle a le droit de se perpétuer, c'est-à-dire qu'elle a droit à la continuité historique que personne ne peut interrompre. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris, nous n'entendons pas nous laisser faire. Ni maintenant, ni jamais. Nous ne croyons pas, nous, à la fatalité historique. L'histoire est écrite par les hommes, par ceux qui refusent de se laisser porter par la marche tranquille des événements, de se laisser balader par les courants dominants, de se laisser promener par les modes du moment. L'histoire est faite par ceux qui osent, qui agissent, qui impulsent le mouvement et en démocratie entraînent et rallient la majorité du peuple. C'est ce qui est en train d'arriver avec les patriotes, puisqu'après une longue marche, nous voilà aux portes du donjon qu'il nous faut conquérir. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Chers compatriotes, la France a besoin de vous et vous répondez présent. Depuis plusieurs décennies, nos prétendues élites ont abandonné l'idée d'un génie propre de la France. Plus de culture française, mais un modèle mondialiste. Une sorte de sous-culture mondiale qui vise à rendre les hommes uniformes, à rendre la diversité des cultures du monde anachronique, à ne concevoir les rapports humains qu'en termes marchands. C'est ce qui a pu faire dire à M. Macron, décidément bien pressé, trop pressé, d'en finir avec 1500 d'histoire de France, que la culture française n'existait pas. Son monde gris, ce monde terne, ce monde reformaté et inhumain, nous n'en voulons pas. Les institutions européennes de Bruxelles, les médias et ces prétentieux moralisateurs qui se présentent comme les élites veulent nous faire croire que la France n'est plus rien, qu'elle n'est plus capable de rien sans l'Union européenne, sans l'Allemagne, sans les États-Unis. Tout ce beau monde-là, bien cravaté, souvent né tout habillé, clame que pour s'en sortir, la France devrait renoncer à ce qu'elle est, à son modèle, et vous, à ce que vous êtes. Ils veulent nous faire croire aux vertus de l'effacement des frontières, aussi bien face à l'immigration qu'à la finance vorace ou aux délocalisations. Pour réussir, il faudrait consentir à livrer la France aux technocrates anonymes et aux commissaires sans patrie de Bruxelles. Il faudrait admettre de se laisser submerger par une immigration planétaire, d'être noyé sous ce flot intarissable des grandes migrations mondiales et finalement de voir nos pays devenir méconnaissables. Sont-le, pour être heureux, il faudra accepter de voir nos systèmes sociaux s'effondrer sous la mondialisation des prestations, sous les coups de boutoir de l'austérité, de voir disparaître l'idée même de solidarité nationale. Il voudra enfin nous faire croire que l'activité économique ne pourrait être performante que lorsque toutes les règles auraient disparu.
que chacun serait plus libre sous le règne du plus fort. Qui peut croire sérieusement que les poules pondraient davantage si on les laissait libres avec le renard dans le poulailler? Comment croire que le laisser-faire total, le laisser-aller total, le laisser-passer total peuvent être une solution? Je sais, en 1968, des révolutionnaires de salon nous ont dit « il est interdit d'interdire ». Ils ont prôné la jouissance sans entrave. Aujourd'hui, ces principes se traduisent simplement. La seule règle qui vaille, c'est la liberté totale de commercer et de spéculer. Bref, la loi du marché, la marchandisation du monde, des produits low cost fabriqués par des travailleurs low cost pour des profits qui, eux, je vous rassure, ne le sont pas, et un chômage qui ne l'est pas non plus. Ils ont créé leur monde parfait, parfaitement inhumain, où l'on fait fabriquer par des esclaves pour vendre à des chômeurs. Écoutez ce que disent mes poursuivants, messieurs Macron et Fillon. Ce qui compte, ce n'est pas la France, mais l'économie. La France ne décide plus de rien, mais se soumet aux logiques du marché. Amusante leçon, d'ailleurs, au passage, de la part d'anciens ministres et anciens premiers ministres qui ont laissé à la France, après leur passage aux responsabilités, plus de chômage, moins de pouvoir d'achat, plus de CDD précaires et de petites retraites, plus d'impôts et beaucoup, beaucoup plus de dettes. Ah, c'est vrai, leur programme est approuvé par M. Gattaz, qui traduit « calculette à la main ». Ce qui est primordial, ce n'est pas la France, c'est mon compte en banque. Mais l'économie, pour l'économie, et tant pis pour la France. Pas le bonheur des Français, mais celui des marchés. Leurs sous avant vous. Nous pensons que l'économie doit être au service des hommes, et non l'inverse. Nous croyons que la France est une nation politique, qui a vocation à protéger le petit et à éclairer le monde. Nous pensons que l'économie ne peut aller à l'encontre de l'intérêt national. De plus en plus de pauvres, étudiants, salariés, fonctionnaires, chômeurs, retraités, de moins en moins de riches, mais de plus en plus riches. C'est un programme qui n'est pas le nôtre. Nous refusons le laisser-aller total. Nous croyons, vous l'avez compris, dans le primat du politique, dans la force de la démocratie et de la décision politique pour changer les choses. Nous y croyons tellement que je réhabiliterai le référendum et créerai la proportionnelle aux élections, ainsi que le référendum d'initiative populaire. Oh. Avec le laisser-aller, on retrouve là les vieilles lubies d'essence ultralibérale que les Cohn-Bendit et Attali, ces radoteurs grisonnants et soutiens de M. Macron, espèrent encore nous faire avaler. Nous allons définitivement tourner cette page que messieurs Sarkozy et Fillon n'ont pas su refermer pendant leur quinquennat. Nous allons tourner le dos à ces inepties ringardes. Je suis la candidate de la protection et la protection nécessite des règles. La protection, entendu, tiens, comme les frontières. Celles qui, justement, devront demain protéger nos agriculteurs, nos ouvriers, nos salariés, nos industriels de la concurrence déloyale d'importations qui ne respectent ni les mêmes normes sanitaires, ni les mêmes normes sociales ou environnementales. Celles qui devraient protéger nos travailleurs du travail détaché, qui crée une priorité étrangère à l'emploi. Celles qui permettent de sanctionner l'évitement fiscal des grands groupes qui font leurs bénéfices ici, mais préfèrent payer leurs impôts ailleurs. Avec moi, la sanction sera directe, pas d'accès au marché public si pas d'impôts payés en France. La frontière se filtre
qui évite de laisser entrer chez nous des individus dangereux ou mal intentionnés, qui évitent les trafics d'armes, de drogue, de faux médicaments. Des règles qui protègent, entendues comme la règle de droit qui est rappelée à tous et qui s'applique sans faiblesse face au laxisme qui est devenu la règle dans notre pays. Les règles qui protègent à l'école, avec la restauration de la sécurité dans tous les établissements, avec le retour de l'autorité du maître et du professeur, avec la transmission effective aux jeunes enfants de savoirs définis comme nécessaires à sa vie d'adulte et à son épanouissement personnel, lire, écrire, compter, et la connaissance de l'histoire de notre pays, de ses valeurs, de son drapeau, de son hymne. Pour finir, j'ai beaucoup plus de chanteurs autour de moi que M. Macron. Hein. Les règles, mes chers amis, les règles qui refusent le laisser-faire total de la logique ultralibérale. Même aux États-Unis, pays de la liberté économique s'il en est, l'économie est régie par des règles strictes. En France, c'est de la bureaucratie pour les petits, mais le laisser-faire pour les gros, eh bien, je ferai l'inverse. Monsieur Madoff a par exemple écopé de 150 ans de prison. En 2008, les Madoff français, eux, ont vu leur banque renflouée par l'argent du contribuable. Les protections écologiques aussi, qui exigent un développement respectueux des ressources naturelles, comme je le propose en favorisant les circuits courts et en choisissant l'innovation. Les protections, enfin, qui permettront cette révolution de la proximité avec un mode de production agricole fondé sur les exploitations familiales à taille humaine. Les règles qui permettront le refus de cette course au moins-disant qui épuise nos agriculteurs et détruit la qualité de nos produits et donc détruit notre santé, avec le refus de la marchandisation du monde et des êtres humains. Revenons quelques instants à la question des frontières, parce que l'Union européenne nous inflige quand même la double peine. L'absence de frontières physiques, avec l'irresponsable traité de Schengen, nous avons donc effacé nos frontières physiques et fait de nos pays des halls de gare pour toutes les migrations du monde. Je mettrai fin à Schengen et restaurerai nos frontières nationales. Ce qu'aucun candidat ne propose, aucun. Nous avons ouvert la porte de la Maison France aux mafias, aux terroristes, qui ont vite compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de notre incroyable impuissance et ont envoyé leurs soldats de haine au travers des flux de migrants pour frapper au cœur de notre pays. Et contrairement à ce qui nous avait été dit, les frontières extérieures de l'Europe, elles, n'ont jamais été protégées. Jamais. Vous imaginez bien que ça n'est pas aujourd'hui que ça va avoir lieu. Vous imaginez bien que la Grèce ruinée ou l'Italie submergée sont proprement incapables de résister à cette pression migratoire qui ne fait que commencer. C'est aussi sciemment, en vertu de son utopie mondialiste, que l'Union européenne s'est lancée dans l'absurde intégration de la Turquie.
On voit là un autre danger de l'Union européenne qui se conçoit comme sans limite tout en maintenant un principe de libre circulation généralisée des personnes. Demain, pourquoi pas l'adhésion à l'Union européenne du Maroc ou de l'Algérie et la porte ouverte à la libre circulation des ressortissants du Maghreb en France. C'est peut-être ainsi d'ailleurs que M. Macron entend faire son autoroute migratoire du Maghreb à la France, comme il l'a expliqué. Mais un petit rappel tout de même. En 2004, M. Fillon s'était prononcé pour l'adhésion de la Turquie, qui était pourtant déjà un pays asiatique et islamiste. En 2007, il avait soi-disant changé d'avis. Pourtant, Premier ministre, il a voté et fait voter tous les chapitres d'adhésion et accepté de verser les milliards de subventions accordées à la Turquie par l'Union européenne en se servant dans la poche des Français. Si vous en doutiez après quelques parjures, vous croyez que l'on peut faire confiance à François Fillon malgré ses nouvelles promesses? Chers amis, le rôle du politique est de fixer des règles, des repères. Et comme le rappelait Pascal, le propre de la puissance est de protéger. Moi, je vous le dis, j'entends vous protéger. Ma première mesure comme présidente de la République sera de remettre des frontières à la France. Parce qu'enfin, mes amis, la situation est trop grave. Chaque jour, ce sont des centaines d'étrangers supplémentaires qui rentrent chez nous pour s'y installer, pour vivre chez nous avec l'intention de vivre comme chez eux. On ne peut plus laisser faire. Pour beaucoup de Français, l'immigration massive est une oppression. L'immigration massive n'est pas une chance pour la France, c'est un drame pour la France. Une chance. Elle n'est une chance que pour mes concurrents, qui l'admettent bien volontiers, comme messieurs Mélenchon, Hamon ou Macron, ou qui le cachent le temps d'une campagne électorale pour mieux le faire au pouvoir, comme M. Fillon. Et ça l'est aussi, objectivement, pour les étrangers eux-mêmes, à qui nous n'avons plus rien à donner. Par leur incurie, nos dirigeants créent une terrible méprise autant qu'une épouvantable tragédie. L'immigration n'est vue comme une chance que pour ce grand patronat qui profite de la main-d'œuvre importée pour faire baisser les salaires et laisser le coût social de l'immigration à la charge des Français. Ah, écoutez, regardez ce qu'ont vécu les habitants de Calais, qui ont vu leur ville ruinée par le chaos migratoire et qui voient avec effroi le réservoir de migrants se remplir inexorablement, encore et toujours. Regardez ce que vivent nos compatriotes de Guyane et de Mayotte, qui ne peuvent plus vivre en sécurité et voient leur société et leur vie basculer sous le poids d'une immigration insensée. Regardez ce que vivent tant de Français modestes, dans des quartiers, dans des cités, où ils se sentent étrangers dans leur propre pays. Regardez, ici, à Paris, ces familles qui se pressent à vos vitres de voitures pour mendier. Notre pays se tiers-mondise sous nos yeux. Vous voyez bien que nous n'avons plus à offrir à ces gens que la misère. Qu'arriverait-il si, sous la pression de Mme Merkel, l'un de ses poulains, M. Macron ou Fillon,
accepte encore plusieurs millions de migrants. Votre quartier, votre village, l'école de vos enfants, votre vie, votre niveau de salaire seront inévitablement impactés par le choc. Moi, présidente, le rétablissement des frontières sera mis en place dès le lendemain de ma prise de fonction. Je recruterai 6 000 douaniers supplémentaires sur le quinquennat. Et pour les réfugiés, nous mettrons en place des solutions locales avec des camps humanitaires protégés, mais chez eux. Pour l'immigration, nous passerons des accords avec les pays d'origine en échange d'une coopération économique restaurée. Pour la France, je déciderai d'un moratoire immédiat sur toute l'immigration légale pour arrêter ce délire, cette situation incontrôlée qui nous entraîne vers le fond. Un moratoire pour faire le point de la situation avant de mettre en place de nouvelles règles et une nouvelle régulation beaucoup plus drastique, plus raisonnable, plus humaine, plus gérable. Sur l'Europe. Pardon, mais je suis la seule à avoir eu le courage de m'opposer aux Européens avec des propos et des solutions claires et démocratiques. Si je vous pose la question, l'Union européenne fonctionne-t-elle correctement? Tout le monde, même l'eurolâtre Fillon et l'eurobellâtre Macron répondront non. Mais ayant constaté que ça ne marche pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Il faudrait rien faire. Mais ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête, ce n'est pas responsable. Dans cette élection, comme depuis des années, j'entends de ci, de là, ceux qui ont construit ce monstre bureaucratique et ultralibéral multiplier les critiques insincères contre leur propre bébé, qu'ils ont pourtant en toutes circonstances engraissé, renforcé. J'entends ces critiques, mais honnêtement, ni plus ni moins qu'avant. Souvenez-vous les élections européennes de 99, 2004, 2009, 2014. Ils vous ont tous promis que l'Europe allait enfin protéger son marché intérieur, que ça ne pouvait plus durer, qu'ils allaient renforcer les frontières extérieures de l'Europe, qu'ils allaient faire l'Europe sociale. Souvenez-vous, demain, l'Europe sociale. 20 ans au moins que ça dure, la plaisanterie. Mais derrière, qu'ont-ils fait? Ils ont tout accepté. Ils vous ont même forcé la main avec la Constitution européenne que vous aviez refusée. Aujourd'hui, nos chômeurs regardent passer les cars de M. Macron amener les travailleurs détachés sur nos chantiers. Sous menace d'amende de 250 000 € par migrant refusé, l'Union européenne nous impose la relocalisation jusque dans les plus petits villages de France. Leurs critères de Maastricht et les sauvegardes à répétition de l'euro sont devenus le fondement d'une politique d'austérité toujours plus dure, plus aveugle, qui les pousse à s'attaquer aux plus faibles. Et je pense à la suppression de la demi-part des veufs et des veuves décidée par M. Fillon, qu'évidemment je rétablirai, qui les pousse à s'attaquer aux familles, avec la suppression de l'universalité des allocations familiales ou la baisse du quotient familial, que je rétablirai, à s'attaquer aux classes moyennes, écrasées par l'essentiel des 35 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires du gouvernement Fillon et des 35 milliards supplémentaires du gouvernement auquel a participé M. Macron. Classe moyenne que je soulagerai. Leur idéologie ultralibérale démantèle nos services publics qui disparaissent progressivement de nos campagnes, mais aussi de nos communes périurbaines. Ils n'ont pas du tout changé l'Union européenne. Bien au contraire, ils l'ont aggravée, ils l'ont renforcée dans ses aspects les plus inadmissibles et dangereux. Tant et tant que dans tous les domaines, l'Union européenne n'est pas la solution, mais bien le problème.
Regardez ce qu'ils ont fait de notre pays. Notre pays n'est plus souverain alors que la démocratie et la République l'exigent. Il doit sans cesse demander l'autorisation. Il est sans cesse sommé d'obéir, de régler la note des amendes infligées par l'Union européenne. Il est entraîné dans des accords commerciaux comme le TAFTA ou le CETA, parfaitement contraires à nos intérêts. Rendez-vous compte. Ils ont même, avec l'union bancaire et la loi Sapin II, mis en grave péril votre épargne et vos comptes bancaires. Puisqu'en cas de défaillance d'une banque, ce que à peu près aucun Français ne sait aujourd'hui, en cas de défaillance d'une banque, je vous rappelle que M. Fillon nous a expliqué pendant le débat que nous étions au devant d'une très grave crise financière. Eh bien, la banque sera obligée d'aller ponctionner vos comptes en banque, comme ce fut le cas à Chypre. Ils ont mis en place un véritable hold-up légal. Alors, permettez-moi de vous dire que lorsque je les entends, lors du débat, venir encore pour la énième fois, vous parler de leur volonté de négocier avec l'Union européenne, j'ai plus qu'un doute. J'ai la certitude qu'ils vous roulent dans la farine. D'ailleurs, Madame Merkel, qui se croit décidément tout permis, les a adoubés, les deux, Macron et Fillon. Deux prétendants bien obéissants et donc pas bien gênants. Alors, une bonne fois pour toutes, mes amis, une bonne fois pour toutes, mon projet, c'est de rendre à la France sa liberté, de la faire sortir de prison, de vous rendre la France et de la rendre au monde. Et pour cela, mes amis, mon agenda est clair et vous le connaissez. Il consiste à aller rechercher auprès de Bruxelles pour vous les rendre les 4 grandes souverainetés qui appartiennent aux Français et qui fondent la souveraineté nationale et populaire, monétaire, économique, territoriale et législative. Je vais organiser pour ça une réunion des chefs d'État et de gouvernement, hors la présence des instances européennes, pour susciter un élan de nation qui, ensemble, forceront à une grande négociation dans l'intérêt des peuples. Oh, je sais que ça ne plaît pas au système. Encore moins ma volonté farouche de livrer l'issue de ces négociations aux Français pour qu'ils en jugent par référendum. Ils vous traitent depuis des années comme des mineurs, comme un peuple sous curatelle. Moi, je veux vous libre, puissant, majeur. Ma position n'est pas extrême, mais centrale, courageuse et en réalité la seule possible. Les bien-pensants, les bobos, les maîtres penseurs de ce système, qui sont en fait les maîtres censeurs de toute pensée libre, veulent empêcher les Français de parler. Moi, je continuerai inlassablement à leur dire la vérité sur tous les sujets qu'évitent soigneusement mes adversaires, au premier rang desquels l'immigration, dont vous n'avez pas entendu parler, ni dans la bouche de M. Macron, ni dans la bouche de M. Fillon, ni moins dans la bouche de M. Mélenchon. Je suis obligé de vous dire un certain nombre de vérités. Manifestement, il y en a qui ont du mal à entendre la vérité. Elle aurait dû rester un peu, elle aurait appris quelque chose.
Parce que la vérité, mes chers amis, est la suivante. Derrière l'immigration massive, il y a des coûts et un affaissement social. Derrière l'immigration massive, il y a le communautarisme. Derrière l'immigration massive, il y a la délinquance. Derrière l'immigration massive, il y a l'islamisme. Derrière l'immigration massive, il y a le terrorisme. Il y a le désagrément immédiat. Il y a la menace immédiate. Il y a la transformation de notre pays que vous voyez. Et puis, il y a la menace sur la durée. La remise en cause de nos valeurs, de notre modèle de civilisation, de nos mœurs, de nos paysages, de nos traditions, en clair, la remise en cause de notre identité en tant que peuple. Évidemment, cela ne veut pas dire que tous les migrants soient des délinquants, des islamistes ou des terroristes, bien sûr. Cela veut dire que le principe de libre circulation totale des personnes, qui est le principe qu'aucun de mes adversaires ne veut remettre en cause, expose nos villes, nos quartiers, vous expose vous-même à ces risques. L'immigration est intimement liée à la mondialisation sauvage. Des candidats comme messieurs Fillon et Macron qui adhèrent à la logique de la mondialisation sont de fait immigrationnistes. Bon, M. Macron en a fait sa profession de foi. M. Fillon, lui, il parle de quotas décidés par les députés. Sachant que, bien quand même qu'il avait déjà fait cette promesse en 2007 avec Nicolas Sarkozy et qu'elle n'a jamais été tenue, je vous le rappelle. Au contraire, ils ont ouvert toutes les vannes. Bon, M. Mélenchon, en bon communiste, est immigrationniste par internationalisme. En étant ainsi d'ailleurs un idiot utile du capitalisme international le plus sauvage, maman. En adorant l'immigration massive, il est en fait le meilleur ami du CAC 40 et du MEDEF, qui répète à longueur de journée qu'on a besoin d'une telle immigration sans contrôle. Il ne se rend même pas compte qu'il travaille ainsi à la baisse des salaires et à la ruine de notre système de protection sociale et de nos retraites. Il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'un attentat ne soit commis. Londres, Le Caire, Stockholm. Le bilan chez nous est effroyable. 240 morts et 800 blessés. On voudrait nous faire oublier leurs noms, leurs souffrances, leurs martyrs. Les Français seuls font vivre leurs souvenirs, en fait, parce que les médias et les politiques sont, semble-t-il, passés à autre chose. Avec moi, il n'y aurait pas eu Mohamed Merah. Français grâce au droit du sol, binational, délinquant récidiviste, le tueur de militaires et d'enfants juifs. Avec son casier judiciaire, il n'aurait pas obtenu la nationalité française et aurait été contraint de quitter le territoire français avant ses crimes. Mais, comme les frères Kouachi, comme Koulibaly, les mitrailleurs de Charlie et de l'hypercacher, le tueur de Nice, délinquant tunisien, tout comme celui de Villejuif, algérien, tous deux fichés, n'auraient pas eu le droit de rester en France. Avec moi, il n'y aurait pas eu les terroristes migrants du Bataclan et du Stade de France. Ils ne seraient tout simplement pas rentrés dans notre pays. D'autant que, souvenez-vous, j'avais sonné l'alerte avant même l'arrivée de ce drame épouvantable. Yacine Sali, celui qui décapita son patron, Adel Kermiche, l'un des égorgeurs du père Hamel, et son complice Abdelmalik Petitjean, comme Larossi Abala, l'assassin du couple de policiers, tous fichés S, et donc repérés pour leur radicalisation islamiste. Ils auraient été poursuivis pour intelligence avec l'ennemi. Ils auraient été incarcérés. Bien sûr, mes amis, bien sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais ce risque n'est acceptable que si tout ce qui est juridiquement et politiquement possible de faire
a été fait. Nous sommes obligés de constater que cela ne fut pas le cas. Avec moi, les fichiers S, pour eux, la règle sera simple mais drastique. Et j'assume totalement cette clarté et cette fermeté. Le fichier S étranger est expulsé vers son pays d'origine. Le fichier S, binational, est déchu de sa nationalité et expulsé vers son pays. Le fichier S français est poursuivi pour intelligence avec l'ennemi et condamné à de la prison et à l'indignité nationale qui le prive de tous ses droits. On ne voit pas comment on pourrait laisser une quelconque autorité sur des enfants aux djihadistes qui rêvent de leur apprendre à faire des attentats à la ceinture d'explosifs. Je réformerai le code de la nationalité pour qu'on ne puisse plus devenir français quasiment par hasard. Encore moins des gens qui profitent de la situation administrative que leur confère une carte d'identité pour faire du mal aux Français. Je veux des Français de filiation, ou s'ils veulent rejoindre notre communauté nationale, des Français de désir. Être Français, cela s'hérite ou se mérite. Être français, ce n'est pas seulement une situation administrative. Cela induit un sentiment d'appartenance et de solidarité avec le peuple français. Être français, c'est un honneur. Il faut arrêter la carte d'identité fabriquée à la photocopieuse. Il faut arrêter la nationalité française accordée à des individus qui, lorsqu'ils la demandent à 18 ans, ont déjà un casier judiciaire long comme un jour sans pain. Être français, c'est un privilège et je souhaite le marquer avec l'instauration de la priorité nationale à l'emploi et au logement social. Être français, c'est dans la guerre qui nous est menée, être du côté de la France et du côté de la France seulement. On le voit, dans la lutte contre le terrorisme, il faut impérativement arrêter l'angélisme. Il faut renforcer les moyens de renseignement et les moyens de police et de contrôle. J'embaucherai durant mon mandat 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires. Il faut quand même rappeler qu'en supprimant 12 500, M. Fillon n'a pas vraiment été un visionnaire. Le terreau du terrorisme dans notre pays, c'est l'islamisme. La liste des organisations ennemies de la France doit être établie. Elle ne l'est toujours pas. Comment combattre un ennemi qu'on n'ose pas nommer? Le salafisme et l'organisation des frères musulmans qui véhiculent une idéologie contraire à toutes nos valeurs humaines doivent être interdits en France. C'est dit. C'est dit puisque personne d'autre que moi ne le dira. Il ne doit y avoir aucune complaisance avec les prêcheurs de haine. Les étrangers imams de la haine et les prédicateurs djihadistes doivent être expulsés. Les mosquées salafistes doivent être fermées.
J'ai été la seule à demander l'interdiction du congrès de l'UOIF. Aujourd'hui, honteusement renommé les musulmans de France. L'UOIF, ils pensent qu'en changeant de nom, on va oublier. L'UOIF qui reçoit des imams qui prêchent la haine des juifs, des homosexuels ou qui justifient la lapidation des femmes. Mais où sont les fémènes? Où sont les progressistes? Où sont les humanistes? Et ils sont tous planqués. Ils sont tous planqués. Eh bien moi je suis là, debout. Ces islamistes radicaux m'ont désigné comme la seule candidate à faire perdre. Je les remercie de cet honneur. Car cela prouve qu'ils ont compris qui ils doivent craindre. Nous devons engager la reconquête républicaine. Nous sommes les seuls à vouloir le faire. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nous ne devons pas accepter que l'espace public soit submergé par des signes ostensibles, très ostensibles et même provoquants, par des vêtements qui ne sont plus vraiment ou seulement religieux, mais qui sont en fait, dans bien des cas, les marques d'adhésion à l'idéologie islamiste. Le burkini n'est pas un vêtement religieux, c'est une provocation islamiste pour marquer l'occupation de tout l'espace public. C'est un uniforme, vous l'avez bien compris, un uniforme dont on veut nous imposer la présence. C'est pourquoi, à l'exception des ecclésiastiques et des ministres du culte, nous interdirons les signes religieux ostensibles dans l'espace public et dans l'entreprise et dans les universités, comme c'est le cas à l'école depuis 2004. Nous reverrons les relations que nous avons avec le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui sont les inspirateurs, les financeurs, les promoteurs de l'islamisme le plus obscurantiste. Et nous supprimerons les incroyables avantages fiscaux qui leur ont été accordés par M. Fillon et maintenus par M. Macron quand il était ministre de l'économie. Nous mettrons fin au financement public des mosquées, pratique habituelle quand même, durant les années Fillon et les années Hollande-Macron. La porosité entre le terrorisme et la délinquance appelle le retour de l'ordre républicain dans les prisons. J'ai à cet égard une pensée toute particulière pour les surveillants qui sont en première ligne. Et je vous demande en signe de soutien de les applaudir. Merci. L'insécurité, elle pourrit la vie quotidienne. J'engagerai le retour de l'autorité et de l'ordre républicain partout, dans certaines cités, dans les rues et les transports, dans les écoles, dans les services des hôpitaux, eux aussi maintenant touchés par la violence. Les incivilités et a fortiori la délinquance ne sont plus tolérables. La dégradation des boîtes aux lettres, le tag qui agresse la vue, le vol de la voiture, le cambriolage et bien sûr la menace ou l'agression physique, l'incendie volontaire. L'espace public est devenu une zone d'insécurité. Nous mettrons en œuvre la tolérance zéro avec une application stricte et systématique
de la loi républicaine. Trois principes simples. La certitude des poursuites, la certitude des sanctions, la certitude des peines. Je le dis aux honnêtes gens. Je le dis à tous ceux qui voient leurs agresseurs les narguer dans les rues. Je le dis à tous ces professionnels, professeurs, policiers nationaux ou municipaux, pompiers, personnel hospitalier des urgences, convoyeurs de fonds, agents de la sécurité sociale, personnel de sécurité privée qui partent au travail avec l'idée qu'ils peuvent se faire prendre à partie, insulter, agresser ou pire encore. Je leur dis, la peur va changer de camp. Le respect va revenir, la paix va revenir, la tranquillité va revenir, je vous le promets. Nous rétablirons les peines planchées, nous augmenterons les moyens de la justice pour accélérer le traitement des dossiers et construirons 40 000 places de prison en 5 ans. Bon. Pour en libérer d'ailleurs immédiatement, je passerai des accords bilatéraux avec leur pays d'origine afin que les criminels étrangers purgent leur peine de prison dans leur pays. J'en profite pour dire à nos compatriotes d'origine étrangère, ainsi qu'aux étrangers qui vivent en France tout à fait dignement, qui y travaillent, qui ne créent de tort à personne, qu'ils n'ont strictement rien à craindre de ma présidence. Bien au contraire, chers compatriotes d'origine étrangère qui aimaient la France, mes adversaires développent le communautarisme pour faire de vous de la chair à voter. Moi, je ne vous considérerai que comme Français, intégralement, totalement Français. Ni votre couleur de peau, ni votre religion. Vous serez des citoyens français avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe quel citoyen français. Et en parlant de devoirs, eh bien les parents de mineurs récidivistes seront responsabilisés par la suspension des allocations en cas de carence éducative grave. Ah oui ? Leur responsabilité civile sera recherchée pour leur faire prendre conscience que derrière les actes délictueux, voire criminels de leurs enfants, il y a un préjudice matériel, physique, psychologique. Il y a une souffrance humaine que je juge intolérable et que je ne veux pas tolérer. Et puis, je rétablirai cette solidarité nationale à laquelle nous sommes tous si attachés parce qu'elle est aussi la démonstration de l'amour que nous nous portons. Nous ne laisserons plus vivre nos compatriotes, par exemple en situation de handicap et nos personnes âgées avec moins que le seuil de pauvreté. Ces deux minima seront donc réévalués de 200 € par mois, mais ça n'est que justice. Nous ne laisserons plus nos retraités ou nos salariés qui gagnent moins de 1 500 € par mois faire face à l'indifférence. Ils bénéficieront de la prime de pouvoir d'achat de 1 000 € par an grâce aux recettes de notre contribution sociale à l'importation. Nous ne laisserons pas Monsieur Fillon privatiser la sécurité sociale au bénéfice de ses copains assureurs. Ou Monsieur Macron effondrer le système d'indemnisation du chômage pour faire plaisir à ses copains grands patrons. Nous ne laisserons pas M. Mélenchon vous ponctionner, comme il le prévoit, de 100 milliards d'impôts supplémentaires. Mais nous baisserons les 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu de 10%. Nous ne laisserons plus brader notre patrimoine, y compris industriel, nos fleurons nationaux comme Alstom, ST Express
ou Alcatel-Lucent, Vivart, en les livrant à des fonds d'investissement vautours qui en tirent la substantifique moelle, savoir-faire, technologie, en jetant des centaines de salariés sur le carreau. Je n'hésiterai pas à nationaliser le chantier naval de Saint-Nazaire, parce qu'il est à nous. Nous ne laisserons plus les TPE-PME être les grandes oubliées de la politique économique, comme le sont également les indépendants écrasés par le RSI. Ces petites et moyennes entreprises et industries seront notre priorité. Ce sont elles qui verront urgemment baisser leurs charges et leur fiscalité pour recréer de l'emploi dans notre pays. Le RSI n'existera plus. Les indépendants pourront enfin souffler. Nous ne laisserons plus nos jeunes s'échiner à payer un loyer hors de leurs moyens d'étudiants grâce à l'augmentation pour eux de l'aide au logement de 25%. Nous ne laisserons plus les classes populaires et moyennes trimer, payer, faire des sacrifices avec des contreparties de plus en plus dérisoires. Nous mettrons en place, oui, la retraite à 60 ans avec 40 annuités de cotisation. Oui, nous pouvons le faire. Parce que ceux qui annoncent la retraite à 65 ou 67 ans, sérieusement, ils feraient bien un jour de franchir la porte d'une usine ou d'aller se balader sur un chantier pour voir et comprendre qu'on ne peut pas imposer une telle ineptie à des gens usés qui n'en peuvent plus. Nous ne laisserons plus nos entreprises françaises voir les commandes publiques payées avec vos impôts leur passer sous le nez au bénéfice d'entreprises étrangères. Nous ferons du patriotisme économique et nous pourrons le faire car on sera libérés de l'interdiction imposée par l'Union européenne. Nous ne laisserons plus nos agriculteurs démunis face à la concurrence déloyale. Nous ne laisserons plus les consommateurs dans le brouillard, incapables de savoir d'où viennent les produits qu'ils consomment et donc incapables même, quand ils le souhaitent, de soutenir par leurs achats les producteurs français. Nous ne laisserons plus nos compatriotes qui ont subi puis guéri de graves maladies comme le cancer être obligés d'attendre 10 ans après leur guérison pour pouvoir avoir le droit de vivre normalement au motif que les banques ou les assurances ne veulent prendre aucun risque alors que c'est précisément leur boulot. Nous élargirons donc le droit à l'oubli à 5 ans après la rémission, y compris pour les adultes. Nous ne laisserons plus les animaux être abattus dans des conditions de cruauté indignes, alors qu'il suffit de mettre en œuvre l'étourdissement préalable. Pourquoi imposer cette souffrance gratuite quand bon nombre de nos voisins y ont déjà mis fin? Vous le voyez, mes chers amis, ce sont des dizaines de décisions politiques de bon sens que nous mettrons en œuvre pour enfin remettre notre pays en ordre. Toutes répondent à une condition, une France indépendante. Toutes suivent une même philosophie, l'amour et la protection des Français. L'amour de la patrie, c'est le socle, le postulat, la ligne de conduite de mon projet. Ce projet, il est global, il est fondamental, il est en ces circonstances, je le crois, vital. Il est fort d'une cohérence parfaite, d'une parfaite constance. Il est protecteur et généreux, il est ambitieux et puissant. Il connaît notre histoire et nous projette vers l'avenir. Comme disait le général de Gaulle le 6 juin 1944, à l'heure où le pays se délivrait de l'occupation et de la servitude, derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que reparaît le soleil de notre grandeur. Avec ce projet, nous referons de notre pays une puissance majeure, avec une diplomatie libre, majeure elle aussi, une armée fière, restaurée, moderne. Mon projet présidentiel, ce n'est pas seulement des mesures, c'est une ligne fondatrice, l'intérêt national. Le fil rouge de mon action, c'est le bonheur des Français, leur liberté, leur prospérité, la justice, leur sécurité. Ce n'est pas
Ce n'est pas seulement des mesures, d'ailleurs c'est une méthode de mise en œuvre. Des mesures immédiates, des mesures de réforme fondamentales. Vous n'aurez pas 3 ans à attendre, hein, je vous rassure, comme le réclame déjà M. Fillon, avant de voir les changements que vous attendez depuis si longtemps. Des dizaines de décisions seront immédiates, avant même et juste après les élections législatives, et notamment celles visant à nous protéger du terrorisme. Tout de suite, après l'élection, le rétablissement et la sécurité aux frontières, les fichiers S, l'arrêt des régularisations de clandestins, le gel des crédits affectés à l'aide médicale d'État. Mais aussi, après les législatives, celles portant sur l'emploi, le pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes, avec une baisse immédiate de l'impôt sur le revenu, la défiscalisation des heures supplémentaires, le relèvement des petites retraites. Enfin, dès les premiers mois, là encore, vous voterez pour améliorer notre Constitution et donc notre démocratie par référendum, afin d'y intégrer la priorité nationale, la proportionnelle, la création du référendum d'initiative populaire, l'interdiction du communautarisme, la promotion et la défense de notre patrimoine historique et culturel, la baisse forte du nombre de députés et de sénateurs, le budget minimum de 2% du PIB pour notre défense nationale, la supériorité des lois nationales sur les traités européens antérieurs. Mes amis, vous le voyez, mes chers compatriotes, je ne vous propose pas comme M. Fillon du pain sec et de l'eau pour les plus faibles et l'opulence pour les plus puissants. Je ne vous propose pas comme M. Macron de vous précipiter dans la violence de la mondialisation avec son cortège de libre-échange ravageur et d'immigration incontrôlée et incontrôlable. Je ne vous propose pas comme M. Mélenchon de mettre à bas nos institutions, de faire gouverner la France par les Hirsutes de Nuit debout ou les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, ou d'organiser, là encore, la submersion du pays par l'immigration. Je serai la présidente qui vous protège. Je serai la présidente de la République française, une République vraiment française. Alors, je vous le dis, n'ayez pas peur. N'ayez plus peur d'être français. S'il y a, mes amis, ce n'est certainement pas pour vous. Vous avez tout à regagner. C'est pour les profiteurs du système, c'est pour la caste, c'est pour l'oligarchie, mais surtout pas pour vous qui faites les frais de leurs erreurs et de leurs trahisons depuis des années. Vous le voyez, je vous l'ai dit au début de mon propos. Dans cette élection, ce qui se joue, et je pèse mes mots, et j'y reviens inlassablement, c'est un enjeu de civilisation. Soit la France, notre patrie, son mode de vie, son unité, sa souveraineté, sa fierté, son identité nationale, soit le renforcement d'une société de division, un pays ouvert à tous les vents, une société minée par une violence endémique où dominera la loi du plus fort, celle des caïds, des mafias, des féodalités. Une société de la brutalité sociale pour les jeunes comme les vieux, un pays contrôlé par la grande finance. Cette élection, c'est en quelque sorte un référendum. Pour ou contre la mondialisation sauvage, donc pour
ou contre la France. Beaucoup en ont conscience. Les quelques jours qui viennent sont décisifs. Battez-vous pour la victoire. Allez la chercher. Le seul vote qui vaille, c'est le vote pour vos idées. C'est le vote patriote, c'est le vote pour la France. Jusqu'au dernier moment, vous devez vous mobiliser et mobiliser autour de vous. Jusqu'au dernier moment. La partie est trop importante. Je l'ai dit à Perpignan et je le répète et je le répéterai toute cette semaine. Si chaque patriote réussit cette semaine à convaincre un seul indécis, un seul abstentionniste, la victoire de nos idées est assurée. Vous qui avez tant souffert d'un président élu par défaut, d'un président irrésolu et incompétent, d'un président qui a imposé le spectacle d'une fonction présidentielle abaissée jusqu'au ridicule, d'un président qui a honte de son bilan au point de renoncer à le défendre, mais qui trouve en lui le culot de nous envoyer son VRP, un bébé Hollande dans la personne de M. Macron, pour faire perdurer le système PS. Aux patriotes qui pensent pouvoir se distraire du premier tour pour se réserver au second, je voudrais leur dire qu'au soir du premier tour, l'importance de notre score déterminera la dynamique de victoire qui portera nos idées à l'Élysée, c'est-à-dire concrètement les Français à l'Élysée. À tous les Français, je voudrais dire que le redressement du pays exige de la volonté, du courage, mais aussi une vision et le sens des décisions. J'ai ce courage, j'ai cette volonté, et par-dessus tout, je vous ai vous. J'ai besoin de vous. Je ne trahirai pas, je ne faiblirai pas, je ne tremblerai pas. Je serai là pour la France, je serai là pour vous. Pour ce qui me concerne, comme le clamait le poète Henri de Régnier, il me semble sentir dans l'ombre, près de moi, avec tendresse, la patrie aux doux yeux qui me prend par la main. Nous, les patriotes, nous marchons décidés, sûrs des forces de notre peuple, sûrs de la justesse de notre combat, sûrs de n'accomplir dans cette élection que notre devoir de Français. Nous allons écrire une nouvelle page glorieuse de l'histoire de notre si beau pays, la France. Alors aux urnes, citoyens, vive la République, vive la France! Voilà pour ce meeting de Marine Le Pen qui avait lieu hier soir même au Zénith de Paris. Nous allons y revenir avec nos invités présents en plateau. Mickaël Zamès, bonjour, vous êtes avec nous, éditorialiste politique pour Public Sénat. Et puis nous a rejoint Cécile Cixous. Bonjour Cécile, vous êtes journaliste pour Public Sénat et vous avez suivi Marine Le Pen sur le terrain. On va en parler dans quelques instants. Alors Mickaël, on vient d'entendre ce discours de Marine Le Pen, un discours qui a duré plus d'une heure et quart. Et on peut dire que ce discours, c'est l'illustration du changement de ligne politique de Marine Le Pen dans cette dernière ligne droite. Retour aux fondamentaux. Oui, tout misé sur l'immigration. C'est un thème qui a porté pendant des années le Front National. C'est un thème qu'elle souhaite voir porter évidemment pour l'élection présidentielle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un léger tassement, on l'a vu dans les sondages pour Marine Le Pen. Et on sait que ce thème, il fonctionne. Il fonctionne, c'est le retour aux basiques, retour aux fondamentaux, vous l'avez dit, mobiliser la base, c'est ce qui est de plus important. Et on sait qu'avant un premier tour d'élection, et encore plus qui plus est dans une élection présidentielle, il est essentiel de d'abord mobiliser la base en vue du premier tour et d'élargir dans un deuxième tour. Là, évidemment, on sent une mobilisation concrète, forte de Marine Le Pen sur cette thématique de l'immigration, mais pas seulement. Elle a bien proposé effectivement un moratoire sur l'immigration de quelques semaines, le temps de voir ce qu'il se passe, et notamment la suppression des visas touristiques. Et tout cela nous mène à quoi ?
elle a beaucoup fait de référence aux attentats. Elle les a annoncés les uns après les autres, tous les attentats qui ont touché la France depuis des années, en passant de Mohamed Merah au frère Kouachi jusqu'aux attentats de Nice en juillet dernier. Il y a eu une longue litanie de avec moi, ça ne se serait pas passé. Il n'y aurait pas eu Mohamed Merah, il n'y aurait pas eu les frères Kouachi, il n'y aurait pas eu cet attentat de Nice. Pourquoi ? Parce que finalement, elle fait ce lien entre, c'est un peu gros, un peu large, c'est un peu le gros rouge qui tâche pour Marine Le Pen, mais entre l'immigration et le terrorisme, on est quand même là dans des discours quand même qui sont audibles auprès des Français, auprès de ceux qui adhèrent aux thèses de Marine Le Pen, mais qui sont quand même assez dangereux. Cécile, vous qui avez suivi Marine Le Pen sur le terrain et qui donc avez rencontré ses militants, est-ce que ce retour aux fondamentaux, ce thème de l'immigration, c'est ça qui séduit les militants de Marine Le Pen ? Oui, alors moi aussi, on en a beaucoup parlé, alors pas sur le terrorisme, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes notamment qui m'ont surtout dit qu'ils voyaient les immigrés comme des profiteurs du système. C'est-à-dire que c'est des personnes pour eux qui volent les aides sociales en fait, qui sont réservées normalement aux Français. Et j'ai aussi ressenti pendant le discours de Marine Le Pen que ses propos avaient pas mal d'écho en fait dans la foule. Il y avait, comme on l'a vu dans le meeting aujourd'hui, on est chez nous. Voilà, donc c'est un thème effectivement qui fait de l'écho en fait sur le terrain. Il y a une phrase aussi assez forte qui a été scandée de la part de Marine Le Pen à plusieurs reprises dans le meeting, mais on a beaucoup entendu aussi de la part de militants, c'est « rendez-nous la France ». On est chez nous, rendez-nous la France. Ce sont des termes forts qui résonnent évidemment auprès de ceux qui adhèrent à ces thèses-là, mais c'est des mots qu'on avait moins entendus ces dernières semaines de la part de Marine Le Pen et qui reviennent en force dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle. Puis Marine Le Pen qui s'est aussi attaquée à son bouc émissaire préféré, à l'Union européenne, Mickaël. Et via l'Union européenne, évidemment, les autres candidats. On pense à François Fillon et surtout Emmanuel Macron, qui est le candidat des mondialistes, comme elle l'appelle, les patriotes contre les mondialistes. Et elle met dans le même panier Emmanuel Macron et François Fillon, même s'il y a des nuances, c'est vrai, entre Emmanuel Macron et François Fillon. Elle s'attaque à l'Europe, elle s'attaque aussi, peut-être surtout, aux frontières. Et là, le lien est encore étroit avec l'histoire de l'immigration. Avec elle, dit-elle, au lendemain de l'élection présidentielle, elle remettrait les frontières. L'un de ses premiers axes, et de ses premiers actes, ce serait de remettre les frontières autour de la France dès son arrivée à l'élection présidentielle, à la présidence. Et du coup, on est là sur un double axe, immigration, frontières, Europe, même si évidemment l'euro, là c'est une autre question, elle en a beaucoup moins parlé. Ben oui, elle en a moins parlé, alors que c'est vrai que pendant cette campagne présidentielle, eh bien, c'est peut-être la première fois où l'économie était autant présente dans la campagne présidentielle du Front National via le point fort du programme économique de Marine Le Pen, la sortie de l'euro. Et pour ceux qui le connaissent, c'est peut-être l'axe Philippot, c'est-à-dire Florent Philippot, le numéro 2 du Front National, celui qui était à l'époque autour de Jean-Pierre Chevènement et qui a fait la dédiabolisation du Front National. La vraie question, c'était de parler des classes moyennes. Comment rendre de l'argent aux classes moyennes, comment rendre, si vous voulez, une sorte de notabilité pour ces classes moyennes. Et du coup, la question de la retraite était un axe extrêmement important pour Marine Le Pen, c'était de refaire cette retraite à 60 ans. Il y avait les questions de l'économie, et c'est vrai qu'on en avait moins entendu parler depuis plusieurs années, sauf depuis l'arrivée de Florian Philippot, qui avait changé un petit peu la donne et changé l'axe idéologique du Front National. Mais là, on retourne aux fondamentaux dans cette fin de campagne, on retourne donc aux questions d'immigration, et l'euro, la sortie de l'euro, on entend moins parler parce que au sein du Front National, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Auprès des Français, ça ne passe pas cette sortie de l'euro, et notamment auprès des retraités qui voient ça d'un très très mauvais œil. Alors ça fait toujours partie du programme de Marine Le Pen, partie des 144 propositions qu'elle a formulées il y a déjà plusieurs mois, mais on en entend beaucoup moins parler. Alors vous parliez tout à l'heure, Mickaël, des attaques contre ses adversaires. Là aussi, il y a peut-être un changement de ligne de la part de Marine Le Pen. Pendant un certain temps, elle ciblait Emmanuel Macron. Elle voulait installer un duel avec Emmanuel Macron. Et là, eh bien, elle a attaqué non seulement Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi François Fillon, Jean-Luc Mélenchon. Mais c'est un peu la question dont on parlait avant le début, c'est-à-dire ce match à 4. Ce resserrement un petit peu des sondages, aujourd'hui, fait que on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui a la dynamique. C'est aussi peut-être le principal ennemi de Marine Le Pen sur la question de l'Europe. L'autre, celui qu'elle aimerait
évidemment voir au deuxième tour face à elle. Elle dit Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est celui qui serait le plus caricatural, celui qui aurait le plus de facilité à battre. Mais ce n'est pas forcément vrai, elle aimerait plutôt voir Emmanuel Macron, car là on aurait effectivement une vision de l'Europe vue par ce qu'elle appelle, elle, les patriotes, bien entendu, une vision vue d'Emmanuel Macron qui serait les mondialistes, et là on aurait effectivement deux France qui s'affronteraient. Alors pendant cette campagne, Marine Le Pen a fait de gros meetings, une dizaine de gros meetings comme celui du Zénith qu'on vient de voir, mais aussi, Cécile, des plus petits meetings dans des petites villes, dans ce qu'elle appelle la France des oubliés. Vous étiez à l'un de ces meetings. Comment est-elle accueillie sur place ? Oui, alors moi j'étais à Pajas, c'est à une demi-heure de Limoges, sur l'exploitation, pour la petite anecdote, de Christophe Le Chevalier, qui est un ancien concurrent de L'Amour est dans le pré. Donc elle était très attendue sur place par des militants qui avaient tout préparé. Le meeting était un peu champêtre, il y avait des bottes de foin, il y avait des tracteurs, etc. Et sur place, donc, il y avait donc beaucoup de jeunes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui votaient pour la première fois et qui venaient voir un petit peu Marine Le Pen, voilà, qui me dit j'ai pas honte moi de voter pour elle. Il y avait aussi donc des agriculteurs, donc cette France des oubliés. Beaucoup donc m'ont dit qu'ils étaient un petit peu lassés, qu'ils en avaient marre de l'Union européenne, voilà. Et les autres personnes que j'ai rencontrées sur place, c'était beaucoup d'indécis en fait, des gens, des curieux qui habitaient à côté et qui venaient voir comment une femme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de politiques qui viennent sur place les voir, et donc qui venaient par curiosité voir un meeting de Marine Le Pen. Voilà. Donc, et quand vous nous dites qu'ils n'ont plus honte de dire ça, ils sont venus vous voir facilement, ils répondent facilement à vos questions ? Oui, ils me le disent face caméra, sans problème. Voilà, moi, j'ai pas honte de voter Marine Le Pen. Peut-être aussi la principale différence avec 2012 aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus ce vote caché, comme il pouvait y avoir les différentes années autour du Front National, et qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de dire qu'ils votent Front National, et au contraire, même affichent leurs couleurs, et on l'a pu le voir notamment dans ce meeting, avec le nombreux drapeaux bleu, blanc, rouge, qui sont partout dans les meetings de Marine Le Pen, et avec cette pancarte Marine présidente. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus de voter Front National, et c'est aussi l'une des principales différences avec l'élection de 2012. Alors, ces meetings de Marine Le Pen dans ces petites villes, dans cette France des oubliés, ça aussi, Mickaël, ça fait partie de sa stratégie de campagne. Elle a voulu être la candidate de la France des oubliés. Oui, alors ça, c'est un slogan de campagne dont on a déjà entendu parler depuis très longtemps. C'était aussi l'autre slogan, c'était la France apaisée. Vous avez remarqué qu'elle n'en fait plus question de cette France apaisée. Maintenant qu'elle parle beaucoup d'immigration, beaucoup des attentats, on l'a un peu oublié. Par contre, la France des oubliés, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, autour des classes moyennes, des classes populaires. Elle se revendiquait un petit peu comme la candidate de ces classes moyennes et populaires. Aujourd'hui, d'aller dans ces campagnes reculées, et c'est vrai que peu de candidats le faisaient jusqu'à présent. Maintenant, ils se revendiquent tous un petit peu de cette France des oubliés. Que ce soit des Jean-Luc Mélenchon, par exemple, ou les plus petits candidats qui parlent aux classes populaires. Je pense notamment à Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud. Elle a fait tous ces meetings-là. Elle est allée à la rencontre de ces Frances-là et de ces classes. C'est vrai, peut-être oubliées aujourd'hui, et notamment, je pense à des campagnes de France ou des petites villes de France dont les candidats se sont un petit peu moins occupés. Mais il y a beaucoup de gens sur place, justement, qui m'ont dit personne vient nous voir. Donc, effectivement, qui étaient là pour voir, eux, des politiques en vrai, parce que c'est ça, ils se sentent isolés, en fait. Et on l'a vu dans d'autres, notamment dans d'autres campagnes, je pense aux élections régionales, aux élections municipales, et le Front National qui gagne petit à petit, notamment des villes, des régions, qui commencent, pas pour des régions, mais qui notamment gagné des villes et qui se sont implantées autour de régions. Aujourd'hui, le Front National est une vraie base électorale forte. Alors, Mickaël, cette campagne a été aussi marquée par les affaires. Marine Le Pen n'est pas épargnée par les affaires puisque les juges ont demandé la levée de son immunité parlementaire. Est-ce que ça peut lui coûter des voix ou est-ce qu'au contraire, ça glisse complètement sur son électorat ? C'est vrai qu'à la différence d'un François Fillon, ça a beaucoup moins pris chez Marine Le Pen que sur François Fillon. Alors, elle parle aussi du fait que les médias... certains nous disent à droite chez François Fillon que les médias en ont beaucoup moins fait sur François Fillon que sur Marine Le Pen. C'est faux. Je pense que tous les médias ont traité le cas Marine Le Pen. Simplement, il est vrai, et ça, on ne peut pas vraiment l'expliquer. Pourquoi est-ce que sur son électorat, ça ne prend pas ? Peut-être qu'il y
y a ce côté anti-système, de vous regardez, c'est la faute des médias, etc. Peut-être que c'est ça. Je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi ça ne prend pas sur Marine Le Pen. Merci beaucoup, Mickaël. Merci, Cécile, d'être venue avec nous commenter ce discours et cette campagne de Marine Le Pen. On se retrouve demain à 11h30, exceptionnellement, pour suivre à la fois le meeting de Benoît Hamon à Toulouse, ainsi que le meeting de Jean Lassalle. Très bonne journée à tous sur Public Sénat.